Il s'appelait Joseph Fritzl. Né en 1935 en Autriche, il avait l'apparence d'un père de famille ordinaire, d'un homme respecté dans sa petite ville d'Amstetten. Marié à Rosemarie, père de 7 enfants, il menait une vie apparemment normale dans une maison discrète au 40 Ibstrasse. Mais dans les entrailles de cette maison, à quelques mètres du quotidien familial, se cachait une abomination, un secret si monstrueux qu'il choquerait bientôt le monde entier. Elisabeth Fritzl naît en 1966. C'est la 4e des 7 enfants du couple. Elle grandit dans une ambiance froide, autoritaire. Son père est sévère, dominateur, manipulateur. Elle tente plusieurs fois de fuir le domicile familial pendant son adolescence. À 15 ans, elle est brièvement placée dans un foyer d'accueil. Mais elle revient. Elle n'a pas d'autre choix. À 18 ans, Elisabeth disparaît. Nous sommes en août 1984. Ses proches déposent une déclaration à la police. Joseph, le père, produit rapidement une lettre d'Elisabeth affirmant que elle est partie rejoindre une secte et qu'elle demande qu'on ne la recherche pas. La police le croit. Aucun mandat de perquisition, aucun soupçon, mais la vérité, elle, se trouve sous leurs pieds. Elisabeth n'a pas fui. Joseph l'a attirée dans le sous-sol de leur maison, prétextant avoir besoin d'aide pour transporter une porte. Là, il l'a droguée avec de l'éther, puis elle l'a traînée dans une cellule de béton qu'il avait aménagée pendant des années en secret, un bunker D, environ 60 mètres D, accessible uniquement par une porte blindée dissimulée derrière une armoire, verrouillée par un code électronique. Il referme la porte. Elle restera enfermée là pendant 24 ans. Le sous-sol est un cauchemar. Pas de fenêtres, pas de lumière naturelle, de l'humidité, des moisissures, une ventilation artisanale, 3 pièces exiguës, une douche sommaire, un coin cuisine, une trappe pour lui passer la nourriture. C'est là qu'elle dort, mange, accouche, élève ses enfants, sans jamais voir le ciel. Joseph descend presque tous les soirs. Il la viole, il la menace, il la frappe, il lui interdit de prononcer son propre prénom. Il règne en maître absolu sur son propre monde, souterrain, caché à tous. En 1988, Elisabeth donne naissance à son premier enfant, une fille nommée Kerstin. Suivront ensuite Stéphane, Lisa, Monica, Alexander, Félix et un nouveau-né décédé peu après la naissance. L'enfant était malade. Joseph a refusé de lui apporter des soins. Il est mort dans les bras de sa mère, 3 jours après sa naissance. Joseph l'a brûlé dans la chaudière du jardin. 3 enfants, Lisa, Monica, Alexander, sont retirés de la cave à différents moments, puis abandonnés sur le pas de la porte de la maison, accompagnés de fausses lettres d'Elisabeth implorant ses parents de les élever. Rosemarie, la mère, les prend en charge sans jamais poser de questions sérieuses. Joseph justifie tout par le lien qu'il aurait préservé avec sa fille, disparue. Mais les 3 autres enfants, Kerstin, Stéphane et Félix, vivent toute leur vie dans la cave, sans jamais voir le soleil, un arbre ou une autre âme humaine. 2008, l'affaire éclate. Kerstin, 19 ans, tombe gravement malade. Son état est critique. Après des jours d'agonie, Joseph accepte enfin de l'emmener à l'hôpital. Mais l'adolescente est méconnaissable. Elle n'a aucune trace médicale, parle difficilement, a le teint pâle, une personne qui n'a jamais été exposée à la lumière naturelle. Le personnel médical donne l'alerte. Elisabeth, sous pression, demande à parler seule au policier. Elle livre son témoignage. Un récit qui fait l'effet d'une déflagration. La cave est découverte. Les enfants sont extraits, hagards, terrifiés. Joseph Fritzl est arrêté le lendemain. Pendant le procès, en mars 2009, le monde découvre l'ampleur de l'horreur. Joseph, impassible, admet tous les faits. Séquestration, viol, inceste, homicide. Il est condamné à la prison à perpétuité. Aujourd'hui, Elisabeth vit cachée, sous protection d'identité.
Avec ses enfants, elle tente de reconstruire une vie. Certains apprennent à marcher, à vivre, à parler, à exister en dehors des murs. Le traumatisme est immense. Mais pour la première fois, ils peuvent respirer. Parce que parfois, le monstre n'a ni crocs ni griffes. Parfois, le monstre dort dans la chambre à côté.